Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 4 juin 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi pour vous est soins esthétiques, gare aux dérives. Alors à l'approche des beaux jours, le désir de sublimer son apparence grandit. Nous aspirons à nous montrer sous notre plus bel aspect, à rayonner tout simplement. Alors la médecine esthétique avec ses possibilités incroyables nous offre des moyens de réaliser ces aspirations justement, que ce soit pour corriger des imperfections, rajeunir un visage ou sublimer un sourire, elle promet des transformations positives. Mais au-delà de l'aspect physique, la médecine esthétique a-t-elle un impact sur le bien-être en général et renforce-t-elle vraiment la confiance en soi? Et est-ce que la confiance en soi est justement liée à l'apparence? Et on en parle aujourd'hui avec vous, parce que cette émission est faite pour vous et grâce à vous, et avec nos spécialistes. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Linda Oumnia. Vous êtes médecin esthétique et nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'inviter. Avec nous aussi, Madame Ibtissam Bousseli, vous êtes sociologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravie d'être parmi vous, comme d'habitude. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on parle aujourd'hui de médecine esthétique, mais il faut tout d'abord faire la définition de la médecine esthétique et quelle est la différence avec la chirurgie esthétique. On confond, ça nous arrive de confondre un petit peu entre les deux. Oui, probablement. Donc, la médecine esthétique, c'est tout acte médical non invasif, c'est-à-dire quand il n'y a pas besoin de bistouri et pas besoin d'anesthésie générale en tous les cas. Donc tous les actes qui peuvent, je parle de la médecine esthétique, tous les actes qui peuvent améliorer l'aspect physique sans passer par de la chirurgie, et c'est des actes très soft, très non invasifs, et on peut reprendre notre travail le jour même ou peut-être le lendemain ou plus tard. D'accord, donc c'est en général des injections, du laser, ce genre de choses. Exactement, des injections, du laser, de l'amincissement, des radiofréquences, et les plus connus évidemment c'est les injectables, donc le botox et les compléments à l'acide hyaluronique, mais il y a plein d'autres actes de médecine esthétique qui sont là pour améliorer et pour traiter une peau ou traiter un défaut ou une gêne. Pardon? Une gêne. Une gêne ou bien juste contrer un petit peu l'âge, essayer d'améliorer un petit peu l'aspect physique d'une personne pour une petite chose qui la gêne au niveau du visage ou du corps. Très bien. Alors, quel est justement le cursus pour être médecin esthétique? Tout le monde ne peut pas injecter ou faire du laser. Oui, la médecine esthétique est maintenant dans certains pays une spécialisation. Donc c'est un bac plus 7. Donc il faut qu'on soit d'abord médecin généraliste dans le monde entier. Ensuite on fait une spécialisation d'une année. En général c'est 2 ans si on doit faire du laser et toute la médecine esthétique. Et à partir de là, je pense qu'on peut injecter. On n'est pas, un médecin généraliste n'est pas censé être médecin esthétique. Il faut qu'il fasse une formation aussi au même titre que d'autres spécialisations. Parce que ce n'est pas non plus un geste anodin, même si c'est, on va dire, plus léger qu'une chirurgie esthétique. Il n'y a pas d'anesthésie générale, mais les gestes peuvent être... Il faut connaître parfaitement l'anatomie, ce qui est très important. Donc nous, l'anatomie, nous on a fait notre spécialité pas en Algérie, ailleurs, et donc on a fait de l'anatomie sur de véritables visages. Donc il est très important de connaître son anatomie pour avoir les sens interdits sur les visages, là où il y a des paquets vasculo-nerveux, où il y a des gros risques lorsqu'on injecte, ou pour éviter évidemment les effets secondaires. Et il faut avoir un bon diplôme de médecine esthétique et un minimum d'expérience pour pouvoir commencer à faire de la médecine esthétique. Exactement. Et on a l'impression que justement aujourd'hui la médecine esthétique c'est un petit peu banalisé. Un peu trop, je trouve, un peu trop, parce qu'on lui a pas donné son importance parce que c'est des spécialisations, mais des médecins généralistes ou des dermatologues ou des chirurgiens peuvent pratiquer de la médecine esthétique, encore plus un spécialiste. Initialement, c'était les spécialistes. Maintenant, les médecins généralistes peuvent faire une spécialisation pour faire de la médecine esthétique. Elle est très, très banalisée, malheureusement, mais j'espère qu'on bataille, donc on fait tout. On a des associations qui essayent d'améliorer le statut du médecin esthétique en Algérie. Je pense qu'on y arrivera dans très peu de temps, Inch'Allah.
Et aussi, on voit que maintenant sur les réseaux sociaux, on voit la promotion de pas mal d'actes qui sont faits souvent par des personnes qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas médecins, soit de l'injection, soit des petites retouches dans ce genre de choses. Et puis, il y a une promotion de tout cela sur les réseaux sociaux. Et puis, on trouve ça tout à fait normal. Et on prend un rendez-vous souvent chez l'esthéticienne pour avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Absolument. Le souci, c'est que c'est extrêmement banalisé à travers les réseaux sociaux. Donc maintenant, on trouve facilement une dame qui se dit « Oui, allez, je vais aller m'injecter du Botox. J'ai une séance voilà, chez mon esthéticienne. » Et c'est tout à fait normal. Et là, justement, c'est notre rôle à nous de sensibiliser la société. Il faut qu'on comprenne que les dames et même les hommes, parfois, comprennent quel est le rôle de l'esthéticienne et quel est le rôle de la coiffeuse et quel est le rôle du médecin. Donc moi, je vais chez ma coiffeuse pour me faire une couleur, pour me coiffer. Je vais chez mon esthéticienne pour me faire un soin de la peau. Sans dénigrer aucun métier, il n'y a pas de sous-métier, chacun sa spécialité. Exactement. Voilà, en fait, chacun son métier, c'est ce qu'on dit. Donc, au contraire, c'est justement de faire en fait la différence entre les différents métiers. Donc, moi, voilà, donc les coiffeuses, les esthéticiennes font très très bien leur métier et de plus en plus bien. Absolument. Mieux, parce qu'elles se forment, parce qu'elles ramènent, voilà, se forment même à l'international, il y a de nouvelles techniques qui sont appliquées, donc c'est parfait. Mais ce n'est pas leur métier de faire de la médecine. L'injection est un acte médical. Exactement. Le fait de prendre une seringue avec une aiguille est un acte médical. On ne peut pas et surtout, le pire dans tout ça, c'est l'anatomie. Si on ne connaît pas l'anatomie, c'est bien sûr, on peut prendre, si on a le sang froid, on pique, on injecte, mais quand on a des mauvaises surprises et quand on a des complications, ils reviennent vers nous. Une personne qui n'est pas habilitée à gérer des complications ne devrait pas, même un médecin, s'il n'a pas fait de formation par rapport à la gestion des complications qui sont très nombreuses, il faut connaître l'anatomie et savoir gérer une complication. À partir de là, c'est un médecin qui peut avoir ce genre de geste. D'accord ? Donc, parce qu'une complication pourrait arriver, hein, donc tout le monde peut avoir une complication, encore faut-il qu'une patiente ait une allergie, une réaction, n'importe quoi, et c'est pas ça les grosses complications, c'est des nécroses, etc. Mais quand un médecin a ce genre de complications, il sait gérer cette complication. Mais les gens qui ne sont pas médecins, je dirais ni esthéticienne, ni coiffeuse, ni quoi que ce soit, je dirais ceux qui ne sont pas médecins ne peuvent pas gérer et puis ils nous envoient ce genre de problème. Médico-légalement, c'est le dernier qui touche qui est susceptible d'être poursuivi. Donc moi, si vous m'envoyez, je suis désolée, hein, je ne gère pas les complications des autres. Est-ce que vous en recevez justement? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers vous, qui vous disent voilà, j'ai fait telle injection et bien sûr, il y en a eu même une qui a fait une injection au niveau, une injection d'acide hyaluronique au niveau du corps, et qui a fait une grosse complication, une infection, une septicémie, on a dû l'hospitaliser. D'accord. Elle a été injectée par une esthéticienne. Oui. Voilà, donc après, elle lui a dit, je sais pas quoi faire. Je voudrais rebondir, voilà, si vous permettez, par rapport à ce qu'a dit le docteur. Il faut savoir que les spécialistes dans la coiffure et les esthéticiennes travaillent dans leur salon et en même temps forment d'autres esthéticiennes. Et dans la formation, il y a des modules qui sont liés à l'éthique et au rôle de l'esthéticienne dans son salon et en tant que formatrice. Et donc, dans l'éthique, dans ces modules-là, on enseigne quels sont les modules qui doivent être enseignés et quelles sont les activités que peut faire l'esthéticien dans son salon. Et ça, c'est très important. Donc, je reviens à la formation qui est un aspect important pour éviter justement ces... Il y en a même qui forment sur le Botox. Justement, c'est ça, c'est ça le souci. Donc, ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Comme on ne peut pas s'improviser coiffeuse et faire une coupe à n'importe qui, la coiffeuse a pris à sa valeur, l'esthéticienne aussi. Ouais. J'ai toujours dit qu'on pourrait être complémentaires. On peut envoyer, moi j'envoyais mes patientes pour faire un bon nettoyage de peau chez l'esthéticienne qui était à côté de moi. Donc on est complémentaires. Personne ne doit piétiner les plates-bandes. Je ne vais pas faire de la coiffure dans mon cabinet, je ne vais pas faire du nettoyage de peau dans mon cabinet, mais j'envoie ça aux spécialistes. Il y a tellement de choses à faire dans ce domaine, je ne comprends pas pourquoi. Alors la mode maintenant, il parle de l'esthétique sans chirurgie.
Donc elles parlent, elles disent non, non, on ne fait pas de la... Mais ça prête à confusion. Exactement. Justement. L'esthétique sans chirurgie. Désolée, mais on ne peut pas se substituer à un bac+7 à de la médecine. Et ça, au fait, c'est un fléau mondial. Hein. Il n'est pas juste algérien. Hein. Donc c'est un fléau mondial, ça existe en Europe, ça existe dans les pays, aux États-Unis et dans le monde entier. Donc, mais... Je veux dire, là, on est là pour sensibiliser les gens qui vont chez elles pour faire un acte médical. Faites attention, ne soyez pas attirés par un prix. Et parfois même, elles sont même plus chères que nous, hein, pour vous dire. Hein. D'accord. Donc, voilà, c'est pas... voilà, donc... on est complémentaires, je ne dénigre personne, nous sommes tous là pour travailler, mais faites attention, ne soyez pas attirés par le gain en faisant des choses qui ne sont pas, dans vos prérogatives. C'est surtout ça. Exactement. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre collègue, notre rédactrice en chef, Aïda Boumuslim, qui nous parle de la chirurgie, de la médecine plutôt esthétique. Et on revient tout de suite après. Loin du bistouri et du bloc opératoire, la médecine esthétique est un ensemble de pratiques non invasives qui visent à améliorer l'apparence physique, retarder ou diminuer les signes du vieillissement. En fait, c'est un boom international et c'est le well-aging. Le concept de bien vieillir, c'est le well-aging. On sait qu'on va vieillir, mais on veut bien vieillir. On veut garder la qualité de peau, la peau hydratée, le teint lumineux, pas de pores dilatés. C'est tout à fait compréhensible. Là, en tant que chirurgien femme, je comprends mieux la demande telle est patiente. C'est un petit plus par rapport aux médecins hommes, peut-être, hein, je vais dire. Donc, c'est tout le monde qui vient, c'est tout le monde qui demande ça. Parce que dans le cas de l'Asr, tout le monde veut être beau, jeune. Taches brunes, chute de cheveux, rides, acné ou relâchement cutané. Et si pour les traiter, la solution était chez ces praticiens spécialistes qui pratiquent la médecine esthétique pour améliorer l'aspect de votre peau. En fait, c'est un tout. C'est pour traiter la qualité de la peau, c'est pour combler là où il y a eu des creux avec l'âge, avec la résorption osseuse et même musculaire et même graisseuse. C'est pour embellir et c'est pour revitaliser, remettre les cellules, enfin rajeunir les cellules et la peau. En fait, il y a les millénials, c'est-à-dire c'est avant 30 ans, et de moi, on est dans la prévention. On va améliorer la qualité de la peau, on va pousser au maximum l'arrivée telle les rides. On est là dans la prévention. À partir de 30 ans, la quarantaine, la cinquantaine, là on est dans le curatif. Là il va falloir combler, revitaliser. Pour atténuer les marques du vieillissement et rajeunir les traits de son visage, il existe plusieurs techniques qui procurent divers avantages. Pour un seul but, la lutte anti-âge. Tout à fait, il y a plusieurs types. On peut aller du plus simple quand même avec les lasers, tout ce qui est épilation, traitement tel les varicosités, les petites varices tel les membres inférieurs, tout ce qui est l'antigo solaire, et donc les taches qui viennent, on appelle ça les taches de sénescence ou de vieillesse, c'est l'antigo solaire médicalement parlant. Et ça c'est avec les lasers. C'est le NDIAG et l'alexandrite. Ou on a d'autres lasers comme le LaserMD Ultra, ça c'est pour le traitement de l'acné active, le traitement de la chute de cheveux, le traitement, le rajeunissement facial en général, les teintes internes et les cicatrices. Lisser les rides, disgracieuses, remodeler les pommettes, rectifier le teint sont des pratiques à caractère purement médical et encadrées strictement par un médecin spécialiste. Quand même, j'aimerais bien au moins retrouver l'éclat de mon visage quand même. Avec l'âge, oui. J'ai pas le moral, je commence à vieillir et je veux pas de ça. Qui m'a fait effet bonne mine, à la BA, j'ai été tentée de laser aussi, que je vais faire. D'accord. Ça va donner de l'éclat, ça va enlever les cernes, ça va donner beaucoup de choses quand même. Je vais retrouver l'éclat de vivre. Voilà. C'est un acte médical. Parce que là, on a affaire à des dispositifs médicaux, que ce soit le laser ou là, les produits qu'on utilise, soit les fillers, la toxine botulique ou là, les cocktails de mésothérapie. On fait ça préalablement, il y a une consultation médicale pour voir les patientes, leur demander un bilan sanguin, parce qu'en fait, il y a des fois, on rencontre des maladies auto-immunes, des thyroïdites ou là, des lupus, ou là, et donc, il y a des contre-indications relatives et il y a des contre-indications absolues. Il s'agit d'un bouton qui serait suspect aux yeux de la dermatologue qui me traitait pendant 20 jours.
Donc elle avait appliqué un traitement externe, ça n'a pas marché. Alors elle m'a dit, moi je ne veux pas prendre de risque, je vais vous envoyer, j'ai une chirurgienne, elle m'a pris en charge très vite, qui m'a d'ailleurs opéré sur le champ, d'accord. Et puis voilà, depuis c'est rentré dans l'ordre. Même s'il s'agit du domaine de la beauté, il est déconseillé de répondre favorable aux propositions de certains salons de beauté qui élargissent leur activité au-delà des soins et sans supervision médicale. Oui, effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de patients, de personnes aller dans ces centres d'esthétique et de coiffure, se faire injecter. On ne sait pas c'est quoi comme produit, la provenance, la façon dont c'est injecté. Et par qui? Et par qui? Parce qu'il y a des études derrière, il y a tout un cursus à l'anatomie, il y a tout un... Il ne faut pas toucher certains vaisseaux, pas de nerfs, pas de... C'est vraiment... C'est un acte médical, c'est un geste médical. Dernièrement, j'ai reçu une patiente qui est partie se faire une fossette chez une esthéticienne. Là, c'est de la chirurgie. À chaque fois qu'il y a une petite moucheture ou là, une incision cutanée, on est dans le domaine du chirurgical. D'accord. Et c'était quoi le résultat? C'était une catastrophe. Elle est venue avec 2 amis à elle qui la tenaient. Elle était pratiquement complètement dans les vapes. Il y avait un début d'infection en voie de diffusion vers le médiastin. Il a fallu donner une triple antibiothérapie, tout un suivi. Aujourd'hui, les soins esthétiques occupent une place croissante dans la pratique médicale. Ils permettent de gommer les imperfections pour embellir et restaurer l'image de soi. Oui, restaurer l'image de soi, embellir l'image de soi, on parle de soins esthétiques aussi. Aujourd'hui, dans votre émission, soins esthétiques Gare aux dérives, c'est le thème du jour. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. C'est un peu aussi la quête de la beauté. Au-delà de la quête du rajeunissement, c'est aussi la quête de la beauté. La perception de la beauté dans notre société a bien évolué. On n'a plus les mêmes référents de beauté qu'on avait avant. Oui, c'est les normes de la beauté. Donc, les normes ont changé. Donc, là, par exemple, le ventre, le gras, à un moment donné, dans certaines sociétés, c'était perçu comme étant une norme très, un signe de beauté. Les dents noires, étaient perçues comme un signe de beauté dans certaines civilisations, etc. Maintenant, ces normes ont changé, mais il est vrai que, par exemple, dans la société algérienne, on reste plus ou moins dans la sobriété. C'est-à-dire qu'on n'est pas... je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, on était avec votre collègue la maquilleuse, et vraiment, le maquillage, il est très, très sobre, très light, très... Et ça reflète un peu notre société, puisque nous, encore une fois, à l'extérieur, donc mis à part les fêtes, etc., généralement entre femmes, on reste dans la sobriété. Mais ça commence quand même à changer. À changer, c'est aussi les réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est les images parfaites et retouchées. Justement, c'est les filtres. Voilà, donc il y a par exemple des réseaux sociaux que je ne citerai pas, mais vraiment, il y a des filtres, il nous met le maquillage qu'on veut. Voilà, donc, et puis, il faut savoir que comme il y a d'autres pays qui nous ont devancés, pas forcément dans le bon sens, donc les États-Unis, etc., certains pays du Moyen-Orient, donc nous, comme société algérienne, on a, si on veut, une longueur d'avance, parce qu'on a vu les résultats, et les résultats négatifs, on a vu un peu les dérives. Donc justement, c'est à nous de sensibiliser, un peu de travailler sur la société afin de ne pas arriver à ces dérives-là, à carrément complètement changer notre apparence pour ressembler à une star, par exemple. Mais si avant on essayait de ressembler à une star, aujourd'hui on essaie de ressembler à nous-mêmes et avec un filtre qui va nous rajeunir, nous donner une image générée avec l'intelligence artificielle. Exactement. Et qui n'est pas forcément réalisable en médecine esthétique. C'est la quête de la beauté vraiment à l'international. Mais là, effectivement, avec les filtres, avec des patientes qui viennent avec des photos, je veux comme cette actrice, mais la médecine esthétique n'est pas destinée à transformer les gens, encore une fois. C'est de la beauté, on sublime la beauté au naturel. On n'est pas là pour dire, on a des lèvres fines, on ne va pas les rendre pulpeuses parce qu'on a envie. Vous êtes faite comme ça, on peut améliorer juste pour contrer un petit peu l'âge, pour diminuer un peu les rides, comme disait le docteur dans le reportage, avant la trentaine en prévention, on peut faire...
En fait, la médecine esthétique n'est pas une histoire d'âge seulement, c'est une histoire de qualité de peau. Parce qu'on peut avoir une mauvaise qualité de peau à 25 ans et avoir des rides, une peau très sèche, une peau acnéique. Là, elle est destinée à venir faire des soins en médecine esthétique. Ce n'est pas, encore une fois, une histoire seulement d'âge. C'est une histoire de qualité de peau. Donc, on peut avoir une femme de 50 ans qui a une très belle peau et qui ne nécessite pas beaucoup de soins, juste un petit rafraîchissement. Encore, par exemple, quand on va aller voir, quand on fait du mésolift, c'est vitaminer la peau. Ça, on peut commencer très tôt. Alors, qu'est-ce que c'est le mésolift? Alors, le mésolift, c'est l'injection de vitamines, d'acide hyaluronique non réticulé pour hydratation et de stimuler la synthèse de collagène. C'est un skin booster. Et ça, c'est intéressant même jeune. Hein. C'est pour justement prévenir l'apparition de ces rides et prévenir les traitements un peu plus lourds comme la toxine botulique et les comblements, etc. À partir d'un certain âge, à partir de 25 ans, 30 ans, on diminue notre peau, on a une diminution d'acide hyaluronique et de collagène. Donc, on stimule le collagène et on injecte un peu d'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Une peau sèche est une peau qui se casse, comme la terre. Quand elle est sèche, elle se casse. Donc, il faut avoir une très bonne hydratation. Et ça, le mésolift, pour moi, c'est le soin numéro 1 avec lequel on devrait commencer pour retarder un petit peu l'apparition de toutes ces rides et toutes ces imperfections dues à l'âge. Le mésolift traite un petit peu l'hydratation, vitamine la peau, donne un éclat, épaissit la peau et traite les taches. Donc, je dirais, moi, je conseille à mes patientes 2 fois par an. On fait des cures avant l'été parce qu'on prépare la déshydratation de l'été et on traite après l'été parce qu'on a eu beaucoup d'agressions, soleil, mauvaise hydratation, sel de la mer, le chlore, etc. vont agresser notre peau. Donc, re-soigner notre peau après l'été. Donc, si on commence avec un soin très simple, très soft, qui est vraiment très intéressant pour traiter la peau, eh bien, on va retarder certains soins qui sont un peu plus agressifs. Et après, on a le laser épilatoire. On a les lasers pour des peelings, des soins de l'acné, des cicatrices d'acné. Encore une fois, la médecine esthétique n'est pas que dans la beauté, elle est aussi là pour soigner certaines imperfections qui complexent les patients, mais pas dans l'excès. Il faut savoir dire non à certaines demandes des patientes parce qu'il y en a qui font ce qu'on appelle du nomadisme médical. Elles vont chez beaucoup de médecins. Et quand tu as une patiente à l'interrogatoire, après j'ai été chez celui-là, j'ai fait ça, etc. Là, il faut vraiment avoir de la retenue et vraiment savoir dire, écoutez, on va attendre encore un peu, on fait soin par soin, revenez la semaine prochaine, etc. Essayez de la raisonner. Il ne faut pas tout faire. Hein. Je suis contre faire plusieurs soins le jour même. Vraiment laisser la patiente réfléchir. Peut-être qu'elle va changer d'avis. C'est pas rien de faire de la médecine esthétique. Psychologiquement, ça peut perturber un petit peu. Il y en a qui ça fait super plaisir et c'est la plupart des gens. Mais il y en a qui sont un peu perturbés quand il s'agit d'une toxine botulique ou là, elles sont dans la réserve et je comprends et je les comprends et je suis vraiment d'accord pour laisser, quand on leur propose ça, de laisser la patiente réfléchir quelques jours et dire revenez dans 3 jours, on fait le soin. On n'est pas obligé de le faire ça le jour même. Ça permet de vraiment cogiter dans la tête et dire vraiment quand elle revient, c'est que même nous, on est sûr qu'elle le veut vraiment et qu'on peut y aller sans problème. Quelles sont les mauvaises raisons pour lesquelles on viendrait faire de la médecine esthétique ? Pour plaire ou pour... Parfois, souvent pour soi-même. J'ai une patientèle assez mûre et mature qui vraiment sont sûres d'elles parce qu'elles veulent juste rafraîchir leur visage par rapport un petit peu au temps, par rapport à certaines rides, certaines taches, une déshydratation. C'est vraiment, et qui ne sont pas vraiment qui viennent régulièrement, mais qui viennent vraiment pour une raison que j'estime être bonne. Après, d'autres viennent pour n'importe quoi. Elles viennent pour une ride. Pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un, parce pour plaire à leur futur mari ou pour plaire à leur copain ou à leur mari. Mais ça, c'est de mauvaises raisons. Je pense qu'il faut vraiment le faire pour soi-même. Il ne faut pas le faire pour les autres. Et il y en a qui sont très, très méticulés sur le moindre défaut. Là, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est j'ai une ride qu'on ne peut même pas voir à la loupe. J'ai un petit poids ici. Elles viennent régulièrement. Celle-là, il faut vraiment... ou les orienter vers un psychologue, mais avec diplomatie, on ne va pas leur dire ça, mais ou bien discuter avec eux, c'est bien d'avoir un psychologue sur place, sans trop pour autant l'agresser, mais attention, une asymétrie, on est tous asymétriques. On a tous une petite asymétrie. La perfection n'existe pas. Un petit sourcil qui est de 1 mm au-dessus de l'autre,
c'est normal, on dort souvent sur un côté, pas sur un autre, donc nos muscles sont plus développés sur un côté ou sur un autre, donc du coup la tonicité n'est pas la même, donc on a il faut faire comprendre aux patientes que l'asymétrie, la petite asymétrie est normale et que on pourrait essayer. Ça rajoute du charme. Ça rajoute du charme, absolument. Voilà, on ne peut pas avoir un profil droit comme un profil gauche, c'est pas vrai. Et donc ces gens-là, il faut vraiment aller doucement, savoir dire non, savoir leur parler avec beaucoup de délicatesse, parce que avec beaucoup de diplomatie, pour leur faire comprendre que on ira doucement, mais on ira dans le bon sens. Très bien. Nous avons un premier appel. Nous avons Nadia qui nous appelle d'Oran. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, vous avez une question, un témoignage? Oui, je veux me renseigner pour ma peau. Eh bien, je suis passée par plusieurs périodes dures de ma vie. Alors, ces derniers temps, tout le monde me fait cette remarque que j'ai des traits de tristesse. D'accord. J'ai commencé à faire des séances de massage avec mes propres mains. J'ai pas pu partir chez des esthéticiennes. Vu la confiance que je n'ai pas en cette esthéticienne, alors j'aimerais bien savoir quel type de soins que je dois procurer pour ma peau afin que je retrouve ce visage bien gai, bien portant du bonheur. Et aussi, il y a aussi autre chose, c'est que on m'a dit, je me suis renseignée chez le médecin, on m'a dit que même les hormones, ça retentit sur la peau. Et ces hormones de tristesse qui sont plus qui tiennent à votre peau, donc c'est pour ça que vous avez ce teint de tristesse. Puis-je avoir un soin pour ça? D'accord, très bien. Merci Nadia pour votre question. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. On va y répondre. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Alors je pense que ce qu'elle appelle, elle, des rides de tristesse, c'est les rides d'amertume qui sont en bas. En fait, apparemment, elle est d'un certain âge. Effectivement, les hormones retentissent, donc la ménopause en particulier, la chute d'œstrogène retentit énormément sur la qualité de peau. Donc, dès que la patiente arrive à cette phase de la vie, en préménopause, ménopause, elle commence à avoir des taches, elle commence à avoir des rides, elle commence à avoir une perte d'élasticité de la peau. Et ça, c'est physiologique. Donc, c'est là où on se dit, en prévention, ça aurait été bien d'avoir déjà de la prévention par rapport à ça. Donc oui, les hormones peuvent retentir énormément sur la peau. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant pré-ménopause et en ménopause, être très vigilant sur l'écran total par rapport aux taches et sur les soins en médecine esthétique. En ce qui concerne la patiente, les rides d'amertume, il y a des soins adaptés. Encore faut-il avoir une consultation en téléphone, c'est pas toujours évident, mais oui, il y a des soins, il y a des actes qui sont pas très agressifs et qui peuvent donner une amélioration de ces rides d'amertume. Mais avant, par exemple, d'arriver, on le voit sur l'image, comme vous disiez, l'amertume. Oui, voilà. c'est les deux, c'est des sillons, des deux rides qu'on voit au niveau de la commissure labiale et qui font que la bouche, elle redescend un petit peu, ce qu'on appelle les rides d'amertume. Ensuite, au niveau de la pommette, ce qu'on appelle la vallée des larmes, c'est un petit trait qui se trace ici avec l'âge. Au fait, le vieillissement se fait comment du visage? Le vieillissement, à partir d'un certain âge, on perd un peu. C'est pour ça que le yoga du visage est intéressant, de se muscler, on se muscle le corps, mais on oublie de se muscler le visage. On a l'impression plus on bouge, plus on a fait d'expression et plus les rides vont sur certaines zones, mais les muscles au niveau des pommettes par exemple, avec l'âge on perd du muscle parce que quand un muscle ne travaille pas, il s'atrophie. On perd du muscle, c'est ce muscle-là qui est la charpente de notre visage. Et quand on perd du muscle, la graisse ne se fixe plus, elle commence à tomber. Donc le vieillissement se fait vers le bas et vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on commence à perdre la graisse qu'il y a au niveau de la vallée des larmes et elle redescend et elle forme ce qu'on appelle les nasogéniens. C'est cette graisse qui descend, qui forme une ombre et qui fait les nasogéniens et elle redescend vers l'intérieur et vers le bas et elle forme la vallée des larmes et les bas joues. Donc c'est comme ça que le vieillissement se fait. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des soins, par exemple de radiofréquence fractionnée pour diminuer un petit peu, améliorer l'ovale du visage, de faire des soins de la peau pour que cette peau soit un peu plus tonique. Il y a plein d'appareils et de soins qui font
que ce vieillissement se fasse dans de bonnes conditions. On vieillira de toutes les façons, mais on vieillira en beauté. Docteur, moi je ris beaucoup, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Continuez à rire, c'est la meilleure chose qui va vous permettre de rester jeune. Très bien. Parce que psychologiquement, c'est super important. Exactement. Moi aussi, je ris beaucoup. Hein. Ah bah, tant mieux. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, retarder la pratique de la médecine esthétique avec une bonne hygiène de vie, avec de l'écran total, avec une bonne alimentation, hydratation, oui, des compléments alimentaires adaptés, une bonne alimentation surtout, et une activité physique. Ça permet aussi, et en parallèle, faire quelques soins, comme je disais, des soins au début très simples qui vont juste aider à tonifier votre peau et à remplacer ce qu'on est en train de perdre avec l'âge. À partir de là, honnêtement, une bonne hygiène de vie est primordiale. D'ailleurs, je suis une nutritionniste en parallèle et ça va de soi que l'un ne va pas et va avec l'autre, et surtout travailler sur une alimentation anti-inflammatoire qui est très tendance et que je préconise énormément. Et le sucre, par exemple, est l'ennemi de la peau. Donc, c'est aussi simple que ça. Avoir de la vitamine C, des soins cosmétiques adaptés à la qualité de la peau et à l'âge. Et à partir de là, honnêtement, on peut faire, parce qu'on n'injecte pas seulement, hein, on donne des conseils, on prescrit des vitamines, des compléments alimentaires et de la cosmétologie. Et le sommeil est important aussi. Ah oui, oui. Le fait de ne pas dormir, ça déjà nous fait les cernes ou les poches sous les yeux. Absolument. Et ça, c'est... Voilà, c'est hormonal aussi. Hein. Quand on dort bien, on se réveille en forme. Et on le voit déjà au visage. Quand on est triste, on le voit. Au fait, la peau est le plus grand organe du corps humain. Et c'est lui qui reflète tous nos états d'âme. On est heureux, ça se voit. On n'est pas heureux, ça se voit. On est triste, ça se voit. On est fatigué, ça se voit. On est stressé, ça se voit. Tout retentit sur la peau. Et ça, c'est le côté psychologique est super important pour avoir une belle peau aussi. Justement, je voudrais rebondir par rapport à l'hygiène de vie, etc. Tout d'abord, concernant la confiance et l'estime de soi. Vous savez que nous, en famille, avec les enfants, on adore les titiller. Toi, tu as un gros nez. Il faut dire que les parents sont le premier miroir des parents, enfants. mais c'est les parents qui titillent leur... Oui. Toi, tu as un gros nez, regarde ta cousine, elle est mince. Toi, la comparaison, etc. Et on leur dit et ils leur disent de moins en moins, tu es beau, tu es formidable. Voilà, donc c'est très important au contraire que les parents disent à leurs enfants mais tu es beau, mais je t'adore, d'ailleurs tu me ressembles, j'étais pas dans le mauvais sens. On dit oui, tu ressembles à ton père, tu as un gros nez. Moi, on m'a toujours dit tu as le nez d'une africaine. J'ai dit je suis contente, je suis africaine justement. Ça va de soi. Ça tombe bien. Oui. Et puis au lieu de, voilà, et c'est au contraire d'inculquer l'hygiène de vie, voilà, par exemple on cuisine des plats à la maison. On va cuisiner des gâteaux qui ne sont pas très sucrés, vraiment, et d'inculquer aux enfants cette notion de la beauté. Oui. Exactement, dans l'éducation, cette notion de la beauté, c'est-à-dire la beauté, c'est le sport, c'est bien de se nourrir, c'est l'écran total, parce que maintenant on sensibilise les parents. Toute l'année. Voilà, toute l'année, il faut l'écran total. Et justement, quand on arrive chez le médecin, c'est pour des soins qui sont, comme vous le dites, dont on a besoin, voilà, qui sont tout à fait appropriés. Absolument. Et le fait de prendre du temps pour soi et de se ressourcer et de faire le vide aussi, ça va nous permettre d'un peu défroisser on a tendance à toujours parce que le stress joue beaucoup, le visage. Le stress joue Absolument. C'est pour ça que l'environnement social est très important. Exactement, être en rapport avec la nature, c'est super important. Alors, de plus en plus de personnes... Arrêtez un peu les écrans, surtout. Surtout. Les écrans, oui. Et les écrans ont une influence. La lumière bleue a une influence aussi sur notre peau. Absolument. On en a parlé déjà même hier par rapport aux écrans et à leur danger, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Déjà par rapport à la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, dans le sens où c'est la promotion justement de ce genre d'acte qui n'est pas anodin, mais avec justement les réseaux sociaux, ça nous incite à nous dire « Oh, mais ça a l'air simple, c'est pas si grave que ça. La personne s'en sort très bien. » Donc, au contraire, moi, on est en contact avec l'écran, avec tout ce monde un peu superficiel. Plus on est en contact et toxique, et plus on est en contact avec la nature, comme vous l'avez si bien dit, moins on a cette toxicité et cette influence néfaste. Absolument. Parce que si on apprend dès l'enfance à sortir, à jouer, à aller dans la montagne, à la mer, et si au contraire, on est devant la télé
pratiquement toute la journée ou voilà, entre quatre murs et on va grandir avec cette sédentarité, plus on sera exposé à ce type de d'image qui ne reflète pas la réalité. Exactement. Oui. Et puis même sur les réseaux sociaux, on fait la promotion de la chirurgie esthétique à l'étranger, où on nous vend un packaging. Alors je refais ça, je refais ça, je refais ça, je coche toutes les cases. On fait ça en une journée, on reprend l'avion et on rentre. Avec des prix très attractifs. Moi, je parlerai d'actes de chirurgie, par exemple bariatrique, c'est-à-dire diminuer son estomac, couper les deux tiers de son estomac qui servent à absorber beaucoup de vitamines et d'autres. Et donc, à partir de ce moment où une influenceuse ou des influenceuses se montrent et dire que voilà, je suis partie, c'est super, magnifique, un super prix, etc. Partir le matin, le lendemain, elles sont opérées, le troisième jour, elles sont dans l'avion pour revenir, sans pouvoir voir s'il y a eu des complications. Et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal. Là, c'est dramatique. On ne fait pas de la chirurgie bariatrique pour 10 kilos de poids à perdre. On ne fait pas de la chirurgie bariatrique à 25 ans parce qu'on a envie d'être mince et de faire la tzedera, le mariage avec une taille 38. C'est dramatique de banaliser cet acte qui est quand même une amputation de 2 tiers de notre estomac. Ce n'est pas rien. Voilà. Attention. Et en plus de ça, il n'y a ni complément alimentaire qui suit, ni éducation thérapeutique, parce que si on maintient l'addiction au sucre, comme je vous disais tout à l'heure, la patiente ne peut pas manger beaucoup d'aliments parce qu'elle risque d'être bloquée, mais elle peut avaler une tablette de chocolat parce que ça fond dans la bouche. Et elle prend du jus à la place de l'eau, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation thérapeutique et l'addiction du sucre reste ici. Et la patiente reprendra son poids, plus de 60 à 50% des patientes au bout de 2 ans de chirurgie bariatrique reprennent leur poids parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. En Europe, c'est 6 mois de suivi avant la chirurgie bariatrique. L'acte est un acte très délicat et 2 ans de suivi après chirurgie bariatrique. C'est ça la chirurgie bariatrique. La chirurgie de l'estomac, ça devrait être avec le psychologue, le psychiatre, le gastro, le nutritionniste, mais une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge. Mais c'est dramatique qu'on préconise, qu'on fasse la promotion de ces chirurgies bariatriques et qu'on la banalise autant. Parce que c'est un acte très invasif. Nous avons un appel d'abord de Noura qui nous appelle de Stif. Bonjour Noura. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Je vais bien, merci. Alhamdoulilah. Alors, vous avez une question? Oui, je suis atteinte d'une maladie auto-immune. Oui. J'ai le syndrome sec, le gouge rose-grain, et j'ai envie de rafraîchir mon image, surtout par rapport à ça, au dessèchement de la peau. Parce que là, depuis la maladie, pourtant j'hydrate la peau quotidiennement, mais les rides sont trop marquées, un visage affaissé et tout le reste, des signes du vieillissement. Et j'ai 60 ans et je ne sais pas si je suis candidate au lifting, mais sans conséquences fâcheuses. D'accord. Donc le lifting, donc la chirurgie, donc c'est une chirurgie esthétique. Ou alors, est-ce qu'il y a une solution en médecine esthétique pour justement retendre le visage, c'est ça? Non, je n'ai pas envie de recourir à la chirurgie, juste un lifting, juste... D'accord, rafraîchir. Très bien. Merci Nora, merci pour votre question. On va vous répondre tout de suite. Merci pour votre appel. La maladie auto-immune, il y a certaines contre-indications pour la maladie auto-immune, mais elle peut faire beaucoup d'actes de médecine esthétique. C'est l'acide hyaluronique réticulé, donc les fillers qui sont contre-indiqués chez elle. Par contre, l'acide hyaluronique pour l'hydratation, c'est-à-dire non réticulé, celui-là, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser chez elle, on peut lui faire une hydratation, un skin booster. Il y a beaucoup d'actes de laser, par exemple, traiter le relâchement avec la radiofréquence. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça pour elle. La maladie auto-immune, il y a quelques contre-indications sur certaines injections, mais beaucoup d'actes peuvent être effectués chez cette patiente. Alors, elle parle de lifting. Alors, il faut expliquer que le lifting, c'est une chirurgie chirurgicale. Donc, elle a juste parlé de lifting pour se dire j'ai envie d'être un peu plus repulpée, mais le lifting chirurgical, elle est contre, je comprends. Mais on peut faire un rafraîchissement de son visage sans passer par la chirurgie. Et aujourd'hui, on a les fils tenseurs à la place du lifting. Et est-ce que ça marche réellement ou est-ce que... Vous voulez vraiment une réponse? Pour les téléspectateurs? Honnêtement, je ne suis pas très fil tenseur parce que je ne vois par rapport au rapport qualité-prix et durabilité,
c'est quand même un acte assez invasif, assez coûteux, mais qui ne dure pas très longtemps. Souvent, on a donc pour le moment, en tous les cas, j'ai fait la formation. J'ai utilisé des fils tenseurs, mais j'ai arrêté parce que honnêtement, j'estime que ce n'est pas correct d'utiliser les fils tenseurs qui ne tiennent pas trop par rapport à ce prix-là. Et donc, le jour où on trouvera des fils tenseurs vraiment très, très efficaces à ce moment-là. Et puis, il y a des conditions. Des conditions, un visage trop lourd, on ne fait pas de fil tenseur. Il faut vraiment un visage mince, par exemple, comme vous, avec un petit, le jour où vous avez envie de faire un petit, les bajoux, là, remonter un petit peu certains, refaire un petit peu l'ovale du visage. On peut éventuellement utiliser des fils tenseurs, mais encore faut-il qu'ils soient efficaces. Moi, je suis pas, honnêtement, j'ai arrêté parce que je suis pas très convaincue. Je suis pas très satisfaite des résultats que ça donne. C'est ça la réponse. Très bien. Alors, voilà. Nous avons un autre appel. Nous avons Nora qui nous appelle de Tizi Ouzou. Bonjour Nora. Allô. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Oui. C'est juste une petite question. Bien sûr. Parce que j'ai eu, après un amaigrissement, j'ai eu un relâchement de la peau. Voilà. Auquel niveau? Au niveau du visage? Parce que j'étais très grosse. Oui. Je vous entends mal. Quoi? Donc, le relâchement, c'était au niveau du visage? Le visage, il y a le menton. Et puis le corps, c'est très relâché. Après, j'étais très grosse. Après, c'est-à-dire, je prenais beaucoup de sucreries. Il y a la voix qui revient. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je faisais du sport. Après, j'ai tout abandonné. Suite à une grave anémie. J'étais anémique. Voilà. Oui, c'est le fait d'avoir perdu trop de poids qui vous a rendu anémique. Donc, vous avez un relâchement de la peau et vous cherchez une solution. J'ai arrêté le sport pendant... Donc, je j'arrive pas à me concentrer. On vous écoute, allez-y. Qu'est-ce que je dois faire? Ma peau, c'est vraiment, c'est-à-dire le corps, au niveau des bras, tout est relâché. Ma peau, c'est relâché. Quel âge? D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 55 ans. Très bien. D'accord. Merci Nora pour votre question. Nous allons y répondre tout de suite. Alors, bon, c'est une des... Enfin, maigrir trop vite et maigrir d'un coup, perdre beaucoup de poids, c'est surtout à un certain âge. Quand on est beaucoup plus jeune, on reprend un petit peu notre élastine, leur affermissement se reprend un peu plus vite, mais quand on est en ménopause ou là on perd comme ça 55 ans, c'est vrai que le relâchement est important. Après, quand on a un relâchement important, c'est des combinaisons de traitements. Je peux dire que on peut faire du mésolyphe pour hydrater, du PRP, du plasma riche en plaquettes. Donc, c'est récupérer le sang de la patiente et l'injecter avec des facteurs de croissance. Mais ça, il faut faire beaucoup de plusieurs séances, faire de la radiofréquence aussi au niveau du corps et du visage. On a des techniques, mais il faut que la patiente soit patiente. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Mais ça peut avoir, maintenant si le relâchement est très important, ça, je pense que ça devient du ressort de la chirurgie si la patiente est prête à le faire. Et puis le facteur temps joue aussi dans le fait de choisir la chirurgie. Beaucoup de personnes se disent j'ai pas le temps de faire tous ces étapes, je préfère aller directement la chirurgie du visage. Oui. C'est une cicatrice qui ne se voit pas, mais quand il s'agit des bras, c'est des grosses cicatrices. Il faut choisir ou le relâchement ou la cicatrice. Et là, le dilemme est très compliqué. Mais on connaît aussi, on entend parler de traitements justement pour effacer les cicatrices. On croit que le laser peut tout effacer, que c'est un produit améliorer, miracle. je dirais. Améliorer, oui. Il y a le laser, il y a la lampe LED, où on peut vraiment améliorer les cicatrices traumatiques ou les cicatrices post-chirurgicales, post-opératoires. Et ça donne de très bons résultats quand c'est fait très tôt. Donc alors que la cicatrice est fraîche et elle est encore inflammatoire, on peut vraiment bien avoir. Mais encore une fois, le lifting des bras ou des cuisses, c'est des cicatrices qui vont de l'aisselle jusqu'en bas, qui peuvent être améliorées évidemment par la chirurgie, mais pas les faire disparaître, qui restent visibles. Mais c'est un choix à faire. C'est vraiment un choix à faire qui est très difficile.
Alors on parle aujourd'hui de soins esthétiques, le thème du jour soins esthétiques et gare aux dérives. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors de plus en plus de personnes investissent dans leur beauté pour prendre, on va dire, l'ascenseur social, surtout quand on a l'impression que seules les compétences ne suffisent plus. On a l'impression qu'aujourd'hui, et ça, il y a des études qui l'ont démontré, qu'un enfant, quand il est beau ou quand il est mignon, on en prend plus soin. Même en classe, c'est le chouchou de la maîtresse. Pour la réussite professionnelle, il est beau, il est intelligent, donc c'est un plus. Donc on se dit que les compétences ne suffisent plus, maintenant l'apparence aussi joue un rôle. On avait parlé la dernière fois, on avait fait une émission justement sur l'apparence sociale et on avait parlé de la notion du marketing de soi, qui est une notion donc dans le domaine professionnel. Et justement, le marketing de soi, c'est-à-dire c'est comment faire son propre marketing et comment se vendre exactement. Donc parce que maintenant on se vend nous aussi, donc on ne se contente pas de vendre des objets ou des services. Alors se vendre, il y a le CV, il y a l'expérience professionnelle, mais il y a la communication et il y a l'apparence. Donc tout cela fait partie du marketing de soi. Et il y a beaucoup donc de personnes qui n'ont pas été prises dans certaines stigmatisation. Oui. Exactement. Donc là, on rentre dans la stigmatisation, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le marketing de soi demeure quelque chose d'important, mais que ça doit être réfléchi d'une façon assez équilibrée. Le marketing de soi, ça ne veut pas dire que je dois, comment dire, je sais pas, passer par une chirurgie esthétique pour aller accepter. Absolument pas. Voilà. Absolument pas. C'est une attitude. Hein. C'est une attitude, exactement. Voilà, j'aime beaucoup ce terme d'attitude. C'est une attitude, c'est notre façon de s'habiller, c'est notre façon de parler. Et c'est prendre soin de soi, mais ça fait partie. Parce qu'il y a des gens qui sont super compétents, mais qui n'ont pas une bonne attitude. Il y a des gens qui ne sont pas du tout compétents, mais qui savent se tenir et ils peuvent vendre des pierres, alors que si on doit comparer les compétences, rien à voir. Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'assurance, qui sont charismatiques aussi, et qui vont qui vendent du vent. Voilà. Et qui vont refléter cette beauté, parce que on va refléter une beauté. Peut-être que la personne, bon, c'est encore subjectif, hein, mais les deux, on va prendre deux dames qui sont maquillées de la même façon, qui sont bien habillées, etc. Classique, chic. On va prendre des jumeaux, carrément. Voilà, on va prendre des jumeaux. Voilà. Carrément. Voilà. Mais alors, la première personne est très douce, va bien communiquer, choisir les bons termes, voilà, bien répondre aux questions, parler doucement. Exactement. Voilà. Et on va la voir plus belle que l'autre. Voilà, donc vraiment, c'est une notion qui est très relative. C'est une attitude à avoir et c'est d'autres compétences qu'il faut peut-être travailler. C'est d'autres compétences qu'il faut travailler. Donc, on a des compétences sociales, on a des compétences en communication. Et souvent, même les enfants, quand c'est pas les plus mignons de la famille, ils sont souvent très drôles. Ils sont là pour amuser la galerie, pour attirer l'attention. Voilà. J'ai toujours dit qu'il faut faire de son défaut une qualité. Moi, quand j'étais petite, j'avais les cheveux bouclés et c'était pour ma mère dramatique, quoi. Il fallait qu'elle tire, il fallait qu'elle mette du gras, le cardone, la nuit, le tourbillon, le machin, pour pouvoir avoir. Alors que, à un moment donné, quand je suis arrivée au collège et au lycée, j'ai décidé de ne plus me casser la tête pour mes cheveux et de faire de mes cheveux bouclés, disons, une identité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et un avantage. Maintenant, personne ne me connaît avec des cheveux raides. Tout le monde me connaît, Dr Oumnia, c'est les cheveux bouclés. Et ma mère, elle me dit, si un jour quelqu'un m'aurait dit, qu'en parlant de toi, dire, oh, elle a de beaux cheveux, je sais pas, voilà, c'est l'idée des mamans de l'époque. Oui, hein. Mais voilà, c'est de faire d'un défaut qui, peut-être pas un défaut, mais qui est différent de ce qu'on peut parler du modèle de beauté. Voilà. Parce que le modèle de beauté, c'est les cheveux beaux, cheveux raides, blonds. Et ben non, on peut faire de cheveux bouclés et bruns une identité
sans pour autant être complexé de ça. Exactement. Donc l'accepter et d'en faire quelque chose. Et justement, pardon Monia, il faudrait justement inculquer aussi aux parents la notion de compétence, qu'on est là pour transmettre des compétences à notre enfant, pour qu'il soit à l'aise socialement. Ne pas dire à l'enfant, tu ne fais pas partie d'un certain standard de beauté. Donc non, au contraire. Tout simplement, quand l'enfant vous dit, maman, tu me trouves belle ou tu me trouves beau, à toi, comment tu te trouves? Voilà, on pose la question à l'enfant. Voilà, il y avait une anecdote, donc une collègue sociologue qui nous avait parlé d'une petite fille et sa sœur. Donc souvent, sa sœur, on lui disait, oui, toi, tu es la reine des neiges, tu es ceci. Ça a complexé l'autre sœur. Donc la maman lui a dit, tu connais cette star, en fait, c'était un dessin animé. Elle était, elle avait la même teinte de peau qu'elle et tout. Regarde comme elle est jolie, tu es jolie comme elle, tu es une princesse, etc. Et ça a changé complètement la façon dont la petite fille se regardait. Donc c'est vraiment comment les parents communiquent avec leurs enfants qui donnent cette confiance et non pas tel ou tel standard de beauté. Comme le rôle des parents. Oui, on ne s'en rend pas forcément compte. On fait des erreurs forcément et sans se rendre compte, sans pour autant. Et puis après, on a ce qu'on a eu aussi. Donc nos parents... Mais avant, c'était aussi les magazines, les modèles de beauté, les canons de beauté qu'il fallait suivre. Alors sur les magazines, c'était la taille 36, 38, les cheveux bien raides, blonds. On parle des influenceurs, mais en fait, l'influence a toujours existé. Parce que par exemple, il y a 15-20 ans de cela, il y avait les émissions de relooking total. Alors au début, on avait commencé par relooker les gens. Je te mets un peu de maquillage, je te coiffe, un peu de couleur. Mais après, c'était relooking total. C'est-à-dire, oui, tu passes chez la coiffeuse et chez l'esthéticienne, mais après tu vas passer faire une chirurgie du ventre en même temps que le relooking. Donc ça a donné une certaine image de ce qui est la beauté, le relooking, etc. Et donc ça a toujours existé. Et d'ailleurs maintenant, on parlait des filtres. Il y a certains créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui ont lancé une tendance qui est avec ou sans filtre. Regardez-moi sans filtre et avec. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu pour reverser la tendance du filtre, vous voyez. Exactement. Mais il y a même des gens sur les réseaux sociaux, des professionnels de la médecine esthétique ou de l'esthétique complètement, qui mettent des avant et après qui sont complètement sous filtre. Dire voilà avant, voilà après, c'est vraiment... C'est de la publicité mensongère. Complètement. Complètement. Et ça, c'est encore plus dramatique. Alors, ça c'est pour attirer un peu les gens, mais je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses par rapport à tout ça. Encore une fois, le rôle de la famille est important. Oui, donc, sensibiliser les parents qui ont des adolescents sur les réseaux sociaux, et sur l'acceptation de soi, la confiance de soi, le rôle des compétences sociales et de la communication, etc. Bon, je pense que le psychologue a beaucoup à faire dans ça. Oui. Malheureusement, nous, on fait le rôle du psychologue au cabinet et en même temps du médecin. Mais honnêtement, si on pouvait avoir un peu plus de psychologues qui travaillent dans ce domaine-là, ce serait vraiment exceptionnel, parce qu'il suffit qu'une femme divorce, elle vient en courant pour faire n'importe quoi et tout, parce que son mari l'a laissé pour quelqu'un d'autre. Si le mari trompe sa femme aussi, c'est parce que je ne suis pas belle, alors elle vient. Donc ça s'appelle, ce que vous m'avez demandé, les mauvaises raisons. Ça, c'est les mauvaises raisons. Souvent, il y en a beaucoup comme ça. Ou bien quelqu'un qui a mis l'accès sur le nez. Ah, tu as un gros nez, on voit que ton nez... donc, c'est des mauvaises raisons qui font que il suffit qu'une personne soit un petit peu faible de personnalité, fragile psychologiquement, qu'elle devient complètement, elle part en 1000 morceaux et elle veut tout faire, tout refaire, etc. Et ça, effectivement, c'est les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons pour aller chez le médecin esthétique. Et surtout pendant une période assez critique qui est l'adolescence, où déjà le corps est en changement. Oui. Et si, par exemple, on le sait très bien, les enfants entre eux et puis les ados entre eux, ils ne sont pas super gentils. Donc, s'il y a un harcèlement scolaire à côté, si on fait des remarques par rapport à la jeune fille ou au jeune garçon, par rapport à ses boutons, par rapport à son nez, ou une différence, du coup, l'idée est inscrite à ce moment-là, et dès que l'occasion se présente, Oui, c'est pour ça qu'on parle du rôle des parents, d'inculquer la notion de confiance en soi, d'estime de soi, comment vivre en société, comment accueillir les remarques.
Parce que si on n'apprend pas ce type de compétences, comment je vais accueillir la critique ou la remarque venant de l'extérieur. Et là, je vais à l'école ou au lycée, je suis choquée. Donc, les parents peuvent préparer les enfants à ça. Tiens, regarde, notre société, elle est faite comme ça. Il se peut qu'on te fasse telle remarque. Il se peut. Voilà comment tu peux rebondir. Voilà comment tu peux prendre la chose. Donc, c'est pour ça que communication et compétences sociales. Voilà. Et préparer l'enfant, préparer l'adolescent. Parce que souvent, les ados ne sont pas préparés. À un moment donné, c'était la mode des lèvres pulpeuses. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup calmé. Oui. Mais c'est du 18-17 ans qui viennent, je veux refaire mes lèvres. Hein. Bah, 18-17 ans en compagnie des parents à ce Parfois, oui. Parfois, oui. Et les parents sont... Parfois, la maman est d'accord. Et là, évidemment, je ne touche jamais. Moi, je suis anti-lèvres pulpeuses, en tous les cas, encore moins chez les jeunes. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à mettre de l'acide hyaluronique, du filler au niveau des lèvres très jeunes, la lèvre la fibre élastique est très très fragile. Donc quand on commence à la gonfler, c'est comme un élastique qu'on tire. Quand on l'étire à 40 ans, c'est pas grave, mais quand on commence à l'étirer à 20 ans, à un moment donné, la quête de cette beauté fera en sorte que si elle commence à 20 ans, elle fera tout le temps parce elle va se voir avec des lèvres pulpeuses, elle va toujours vouloir refaire. Elle refait. Cette fibre élastique va rester, elle s'étirer. À un moment donné, ça ne reprendra plus. Et cette lèvre demandera plus de quantité d'acide hyaluronique que ce qu'elle demandait au début. Parce que, si on peut dire, la poche est devenue plus grande. Et à un moment donné, à un certain âge, elle arrive à 40 ans, 50 ans, sa lèvre, ça va être... un chiffon, vraiment une lèvre complètement molle, complètement comme un sac qui s'est dilaté, qui ne reprendra pas. Alors, s'il vous plaît, faites attention à vos lèvres, parce que les lèvres, ça reste très, très, très fragile. On ne fait pas de lèvres pulpeuses très jeunes. On peut contrer un petit peu le temps en améliorant un petit peu parce que la lèvre s'affaisse à un certain âge. On peut éventuellement lui faire un contouring et l'améliorer. Mais on n'est pas là, encore une fois, pour changer l'aspect des gens. On est là pour améliorer et sublimer la beauté des gens. Il faut comprendre que les adolescents ont des références et ces références ne sont pas forcément les meilleures. Donc je reviens toujours, un dernier mot, je reviens toujours au rôle des parents, dans l'accompagnement des enfants, dans les compétences sociales, les préparer l'enfant quand il va à l'école, le préparer quand il va au lycée, à interagir avec autrui et à s'accepter, à avoir confiance en lui. Très bien. Merci. Alors Madame Ebtissem Bousseri, c'est un plaisir comme d'habitude. Comme à chaque fois, c'est un plaisir. Alors, tu es sociologue et coach aussi professionnel. Oui. Docteur Linda Omnia, médecin esthétique et nutritionniste, merci aussi pour votre participation. Merci à vous et c'est aussi vraiment ça a été un réel plaisir de partager cette discussion avec vous. Vraiment, je suis très contente d'avoir participé à cette émission et je trouve que la complémentarité avec Madame est juste exceptionnelle. Oui, le plaisir est partagé, docteur, vraiment. Et on l'a vu aussi à travers les appels qu'on a reçus. Et je tiens à vous remercier aussi pour tous les appels que vous avez faits et pour toutes les questions que vous avez posées, parce qu'en premier lieu, cette émission est faite pour vous. Et bien sûr, on se donne rendez-vous dès demain à 10h30 sur Canal Algérie. Demain, on parlera d'art-thérapie. Ça sera en pratique. On fera de l'art-thérapie sur place. Et sinon, passez une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Et au revoir. Voilà. Super.